Madame, Monsieur, bienvenue dans une nouvelle édition de Questions d'actu spéciale rétrospective 2022. L'année touche à sa fin, c'est l'heure de revenir sur les chantiers majeurs l'ayant marqué, des chantiers de taille qui tracent les contours du Maroc de demain. L'actualité cette année a été marquée par la réforme de la santé, par la généralisation de la protection sociale, un chantier royal dont la poursuite de la mise en œuvre figure parmi les priorités du gouvernement pour 2023. Un autre dossier épineux à développer dans cette rétrospective, la Moudouana, le code de la famille, dans son discours adressé à la nation à l'occasion du 23e anniversaire de la Fête du Trône de juillet 2022. Le roi Mohamed VI a appelé à insuffler un nouvel élan au code de la famille, dont l'application sur le terrain a levé le voile sur certaines limites qui entravent une mise en œuvre optimale. Ce sont les dossiers sur lesquels nous ferons le point dans Questions d'actu en compagnie de nos invités. D'abord, Nzah Sqali, ex-ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Bienvenue, madame. Taïb Hamdi, chercheur en politique et système de santé, président du syndicat national de médecine générale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Khalid Ben Ali, économiste. Bienvenue, monsieur. Zoom d'abord sur la réforme de la santé au Maroc, un chantier royal. Le roi Mohamed VI avait annoncé dans son discours de la Fête du Trône du 29 juillet 2022 la généralisation de la couverture sociale à tous les citoyens. En juillet toujours, le Conseil des ministres présidé par le souverain a adopté le projet de loi relatif au système national de la santé adopté le 7 décembre par la Chambre des représentants. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait du discours royal sur la généralisation de la protection sociale. Nous avons également lancé plusieurs projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens. Ainsi, en moins d'une année, le nombre des travailleurs non salariés et l'effectif de leurs familles bénéficiant de l'AMO ont franchi la barre des 6 millions d'adhérents. De plus, à la fin de l'année en cours, le chantier de la couverture sanitaire obligatoire sera parachevé, s'élargissant aux bénéficiaires du RAMED. Je commence avec vous, docteur Taïb Hamdi. Où en sommes-nous dans cette réforme? Qu'est-ce qui a été fait en 2022? En 2022, je pense que nous sommes en train de faire les derniers pas de cette généralisation de l'assurance maladie obligatoire. D'abord, en 2022, la majorité des indépendants, des professions libérales et autres qui ont du travail, qui sont actifs mais qui ne bénéficient d'aucun régime d'assurance maladie obligatoire, ont été intégrés groupe par groupe. Mais aussi, depuis le 1er décembre, on a plus de 10 millions de Marocains, soit plus de 4 millions de ménages de Marocains qui bénéficiaient du RAMED, qui ont basculé d'une manière automatique dans le système de l'assurance maladie obligatoire. Et ce, sans formalité, sans procédure, ils ont basculé d'une manière automatique, d'une manière fluide et d'une manière spontanée. Donc actuellement, en fin de 2022, je pense que le projet de la généralisation de l'assurance maladie, de la maladie obligatoire est en marche. Bien sûr, il y a d'autres chantiers qui vont suivre. Il ne suffit pas d'élargir, il faut assurer la pérennité de cette assurance maladie obligatoire par des mécanismes qui vont suivre par la suite. Mais également, quand on parle de généralisation d'assurance maladie obligatoire, ça veut dire que nous sommes en train de faciliter l'accès financier des citoyens à la santé, aux services de santé. Or, faciliter l'accès financier, ça veut dire plus de demandes, une pression de demande sur les soins. Ça veut dire donc qu'il fallait impérativement revoir complètement, donc une refonte complète du système de santé. C'est pourquoi la loi 0622 a été adoptée donc, le 13 juillet 2022 dans un conseil de ministres présidé par Sa Majesté le Roi. Et des lois ont suivi. D'ailleurs, rien que la semaine passée, il y avait 5 projets de loi qui ont été validés lors du conseil de gouvernement. C'est pour justement améliorer l'offre de soins
mais pas que ça, surtout améliorer la gouvernance du système de soins au Maroc. Donc je pense que ce premier chantier royal pour lequel le délai a été fixé à 2022, je pense que nous sommes à temps. D'accord. Alors, Khalid Benelli, je m'adresse à vous. Le 1er décembre courant, vous l'avez dit, Dr Taïb Hamdi, les anciens bénéficiaires du Ramed, soit près de 11 millions de personnes, ont basculé dans le système de l'assurance maladie obligatoire. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'entraîne ce passage ? D'abord, merci pour l'invitation. Tout d'abord, il y a lieu de préciser à ce niveau que la migration des ramédistes vers le système AMO traduit la volonté de mettre en place et de valoriser le principe de l'égalité d'accès aux soins de santé. Parce qu'auparavant, le système Ramed qui a existé depuis 2012 permettait aux bénéficiaires de bénéficier uniquement des soins dans des hôpitaux publics. Et nous savons quels étaient les problèmes au niveau des hôpitaux publics, tant au niveau des structures, au niveau des ressources humaines. Donc, et en retour, ceci a contribué à ce qu'on ait, durant toute cette période, une santé à 2 vitesses. Une vitesse pour ceux qui peuvent payer parce qu'ils ont accès à l'hôpital public et aux cliniques privées, et une vitesse aux ramédistes qui n'ont pas de moyens. Facilement, à compter du 1er décembre 2022, nous sommes la contestation du principe de l'égalité d'accès aux soins. Les ramédistes ont gardé tous les avantages au niveau du système Ramed, à savoir l'accès dans les hôpitaux publics, mais à côté de ça, aux soins au niveau des cliniques privées. Donc, à l'instar de ce qui est fait pour les salariés. Ceci traduit aujourd'hui deux choses. Outre le principe de contestation, le développement du principe de la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, notre pays, notre structure, notre projet de société a pris en charge les personnes qui ne sont pas en mesure de contribuer, soit 9 milliards de dirhams que l'État a prévu pour financer la migration des ramédistes. En termes Puisqu'on parle de solidarité, cette étape, on rappelle, marque la fin du chapitre de la généralisation de la couverture sociale pour se pencher l'année prochaine, en 2023, sur la généralisation des allocations familiales et par la suite sur l'IPE, l'indemnité pour perte d'emploi. Zaskali, vous étiez ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité. Vous connaissez très bien les contraintes sanitaires auxquelles font face les familles marocaines et tout particulièrement les femmes et les enfants. Quel regard portez-vous sur la réforme de la santé, sur la généralisation de la couverture sociale au Maroc ? Écoutez, ce chantier d'abord est un chantier extrêmement positif et extrêmement qui nous remplit d'espoir pour un Maroc social, effectivement, qui puisse réaliser l'égalité, qui puisse réaliser la solidarité entre tous les membres de la société. Mais là, il est indispensable de partir de la connaissance de notre situation de départ, sachant que 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Et notre pays ne fait pas en matière d'accès à l'emploi que seuls 20% des femmes sont considérées comme une population active, alors que, au niveau de l'apport en matière de travail des femmes, dans le travail domestique, si on veut, dans le travail au service de la personne, les femmes travaillent 7 fois plus que les hommes, d'après une enquête du HCP. Donc, ce qui fait notre inquiétude, c'est justement de s'assurer qu'effectivement, les femmes puissent bénéficier à égalité de ce Maroc social dont nous rêvons tous, non pas parce qu'il y aurait une volonté au départ de discriminer les femmes, ce qui n'existe absolument pas, mais dans beaucoup de situations qui sont peu identifiées, peu quantifiées et peu connues, les femmes passent à côté et ne bénéficient pas des droits auxquels ils pourraient accéder. Par exemple, quand on parle de l'indemnité de perte d'emploi, eh bien déjà les femmes étant peu intégrées dans l'emploi relativement, malgré le travail qu'elles fournissent, eh bien voilà, c'est un avantage dont elles n'auront pas pu bénéficier. Et aujourd'hui, quand l'événement majeur qui s'est déroulé le 1er décembre, à travers le passage des ramédistes
vers l'amour. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu bénéficier du Ramed. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans des situations familiales, encore une fois, qui ne sont pas suffisamment identifiées, dans lesquelles il y a un mari théorique, mais un mari qui est parti peut-être fonder un autre foyer ou qui a disparu dans la nature, mais qui garde ce statut de chef de famille et qui fait que les femmes, et ça je parle à partir d'études de terrain que nous avons fait nous-mêmes dans le cadre d'un focus group, dans lesquelles les femmes disent, nous on assume tout à l'égard des enfants, on assume tous leurs besoins, c'est nous qui faisons tout le travail, mais dès qu'on s'adresse à l'administration, on nous dit, ah, vous êtes mariés, alors où est le mari? Et beaucoup disent, ben nous, le mari, on ne sait pas où le trouver. Et donc, ce qui fait, ça les fait passer dans les mailles, à travers les mailles de ce bénéfice de la protection sociale. Donc, premièrement, on salue avec une grande énergie ce grand chantier qui est très prometteur, mais j'en appelle vraiment avec beaucoup disons, d'ardeur, les acteurs du changement, les acteurs de la mise en œuvre de cette réforme, à ne plus parler uniquement du citoyen, mais de parler du citoyen et de la citoyenne, pour pouvoir aussi se pencher sur la situation des femmes, qui n'est pas la même que celle des hommes, et dans lesquelles les femmes assument davantage. Je parle par exemple des mères célibataires, je parle par exemple des femmes qui sont mariées avec la Fatiha et qui ont 2-3 enfants, mais qui se retrouvent par la suite dans un statut de mère célibataire, alors qu'elles n'étaient pas au départ mères célibataires. Je parle de toutes ces divorcées, de ces femmes veuves, comme on dit, c'est-à-dire ni mariées ni divorcées, et qui passent à travers les mailles de cette protection sociale qui devrait vraiment englober l'ensemble de la population hommes et femmes. On a compris, donc beaucoup de contraintes, Nza Asqali, beaucoup de défis. Vous avez parlé des acteurs. Taïb Hamdi, ce passage des ramédistes à l'assurance maladie obligatoire est un défi organisationnel pour ces acteurs du système de la santé. À leur tête, la CNSS, qui a la charge de la gestion de justement de l'assurance maladie obligatoire. La CNSS est-elle prête aujourd'hui à relever ce défi et comment doit-elle s'organiser aujourd'hui? Alors, je pense plutôt le grand défi du passage des ramédistes et de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, c'est que ces personnes nouvellement assurées, donc qui ont de plus en plus de capacité à bénéficier de services de santé, il n'y a pas que des soins, il y a aussi de la prévention, ces personnes-là doivent accéder aux services de santé sans charge financière, grande charge financière, c'est-à-dire qui n'ont normalement une assurance maladie obligatoire, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller faire un emprunt, de toucher l'épargne ou de vendre un bien pour se faire soigner. Maintenant, si on assure l'assurance maladie obligatoire et supposons qu'il est équilibré, qu'il est pérenne, que ça ne pose aucun problème, on aura aussi d'autres, parce que ce qu'on appelle actuellement, c'est puisqu'on parle du gros lot de la protection sociale en général, c'est qu'on a des injustices, mais on a des injustices à l'intérieur des injustices. Sur le problème de santé, par exemple, est-ce que les citoyens du Maroc souffrent des mêmes déficiences, des mêmes problèmes de santé? Non, les gens qui sont dans le rural, ils souffrent beaucoup plus que dans l'urbain. Est-ce que dans le même lieu, rural ou urbain, les femmes, en tant que les hommes, non, les femmes souffrent plus que. On a les personnes qui souffrent d'un handicap, c'est encore plus. Les personnes âgées, les malades psychiatriques, qui souffrent de maladies psychiatriques, les pauvres. Et donc, on a une injustice dans l'injustice qu'il faut non seulement actuellement donc la refonte du système de santé, mais la spécificité de cette généralisation de la protection sociale au Maroc et de la génération de l'assurance maladie obligatoire, c'est qu'il est en train de traiter l'aspect quantitatif, mais aussi l'aspect qualitatif. Quand on parle de solidarité en matière de santé, quand on parle de solidarité en matière de protection sociale, c'est un exercice, ce projet royal, c'est un exercice hyper important pour le Marocain pour comprendre la vraie solidarité. Parce que la solidarité, c'est quoi? C'est une redistribution des richesses entre ceux qui ont
un peu plus et ceux qui n'ont pas. Or, jusqu'à présent, cet exercice n'a jamais été exercé au Maroc d'une manière juste. Je donne deux exemples. On a les Marocains qui sont assurés dans la CNSS, les salariés du privé. Les 2 tiers touchent moins du SMIC. Or, ces personnes-là, ils payent leur SMIC, ils payent leur cotisation d'assurance santé et ils ne bénéficient jamais, ils renoncent aux soins parce qu'ils n'ont pas de quoi payer et attendre le remboursement. Et là, ce sont donc les moins lotis qui payent pour les gens qui ont plus de moyens. Si on prend la caisse de compensation, la solidarité, c'est que les riches, ils profitent de la caisse de compensation plus que les pauvres. Donc la vraie solidarité, on n'a pas connu. Et actuellement, avec cette approche de généralisation de protection sociale, généralisation de l'assurance maladie obligatoire, je pense tous les Marocains sont appelés à repenser notre modèle de solidarité. Ça revient à, donc pour je termine sur votre question, c'est maintenant, est-ce que c'est une affaire quantitative? Sur le plan de la CNSS, elle a pris toutes les mesures techniques, technologiques, donc pour accompagner ce basculement des ramédistes vers la CNSS, mais également, c'est une question de gouvernance. Il ne s'agit pas d'un accompagnement logistique et technique, mais de réfléchir en profondeur comment faire de ce projet royal de justice sociale une vraie justice sociale, c'est-à-dire qu'il est basé sur la solidarité, il est basé sur la solidarité entre les Marocains, soit par l'impôt pour les ramédistes, soit par les cotisations pour les non-ramédistes. Donc c'est ça le fond du problème. D'accord, alors vous avez, Taïb Hamdi, beaucoup parlé de solidarité, qui est l'essence même de ce chantier de généralisation de la protection sociale au Maroc. Ce nouveau système permet plus de transparence dans la facturation, par exemple. Les assurés peuvent désormais se faire rembourser pour les consultations, les médicaments, les analyses, les radios, dans le secteur privé également. Sur le plan social, quel serait l'impact de ces nouveaux atouts ? Eh bien, écoutez, justement, étant donné que pour l'instant, ce sont seuls les ramédistes, bien sûr, qui constituent 11 millions de personnes, et c'est très important, ont basculé dans l'amour, mais il reste ceux et celles surtout qui n'ont pas bénéficié du RAMED, justement souvent pour des difficultés d'ordre administratif, d'ordre culturel, l'accès des femmes, même au fait d'être bénéficiaires du RAMED, souvent à privilégier la qualité de femme en tant qu'épouse et non pas la femme en tant que citoyenne. Et donc, vous allez me dire que ça revient au même, mais non, ça ne revient pas au même parce que justement, nous avons tendance à considérer que la société est constituée essentiellement de familles, au sens traditionnel du terme, alors que la réalité sociale est totalement différente parce qu'on trouve beaucoup de femmes qui sont en situation, qui sont livrées à elles-mêmes. Et même, ou bien elles ont sur le papier un mari, ou bien elles n'en ont pas, mais dans tous les cas, c'est elles qui assument le gros de la responsabilité à l'égard des femmes. Donc, j'ai une crainte à ce sujet-là, parce que beaucoup de femmes précaires que j'ai rencontrées et auxquelles je pose la question, est-ce que vous avez bénéficié de ce basculement du 1er décembre? Eh bien, elles m'ont dit non, parce qu'on n'a pas pu avoir le RAMED, et souvent pour des raisons qui ne sont pas toujours très bien identifiées. Donc moi j'en appelle à beaucoup d'attention à l'égard de ce sujet parce que vous savez l'enjeu, c'est un enjeu de développement humain. Et on ne peut pas citer un chiffre qui ne nous fait pas plaisir, mais qui est une réalité, c'est notre classement sur l'échelle de l'indice de développement humain. Et nous sommes toujours malheureusement classés 121e, 123e dans un degré de développement humain moyen, mais insatisfaisant par rapport à tous les progrès qui ont été accomplis dans notre pays. Et on nous dit que la principale cause de ce mauvais classement relatif du Maroc, c'est la différence de richesse, d'accès aux richesses entre les hommes et les femmes, en nous disant que les hommes ont 4 fois plus de richesses que les femmes. Alors, on aurait aimé, comme M. Hamdi l'a dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord que la solidarité veut que ceux qui ont le plus fassent bénéficier ceux qui ont le moins, mais on constate là, au contraire, que toutes les filières qui rapportent de l'argent sont orientées vers les hommes
Et j'ai en mémoire la période du Covid, dans laquelle les femmes ont particulièrement souffert parce qu'elles ont été défavorisées, malgré le fait qu'elles étaient en première ligne de la lutte contre la pandémie. Mais au moment où on a voulu donner de l'appui aux personnes en situation précaire, il y avait des campagnes nous disant « Attention, c'est le chef de famille qui en bénéficie en faisant même une grosse flèche rouge vers l'homme par rapport à la femme. » Ça veut dire on ajoute de l'argent à l'aspect masculin, enfin à la composante masculine, au détriment de la composante féminine, et alors qu'il n'y a pas toujours une solidarité même au sein de ce foyer familial qui devrait être un espace de sécurité, de paix, de solidarité pour tous les membres de la famille. Et quand on connaît aussi la question de la violence au sein de la famille, on sait que 52% des foyers sont malheureusement des lieux de violence à l'égard des femmes. Eh bien, on se dit bien que si on ne se penche pas spécialement, si on n'envoie pas les projecteurs sur ce domaine-là de la discrimination homme-femme, duquel a parlé Sa Majesté le Roi dans son discours historique du 30 juillet, dans lequel il a annoncé l'ouverture d'un nouveau chantier en faveur de l'égalité homme-femme. Parfait. Eh bien, il a bien mis l'accent sur la nécessité, disons, de mettre en œuvre cette égalité homme-femme promise par la Constitution et voilà. Parfait, Khalid Ben Ali, on ne peut parler de la réforme de la santé sans évoquer le système de ciblage des bénéficiaires, le registre social unifié, le RSU. Mais avant de l'évoquer, parlez-nous d'abord du registre national de la population, le RNP, pour qu'on puisse donc comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, si vous permettez, permettez-moi quand même de faire certains retours et de recadrer certains passages. Aujourd'hui, nous avons mis en place le système de couverture sanitaire universelle. Alors, le système de couverture sanitaire universelle, c'est permettre à tous les citoyennes et citoyennes, pour faire plaisir à notre collègue Madame Skelly, de bénéficier de la couverture médicale sans se heurter à des difficultés financières. Donc, aujourd'hui, le transfert des ramédistes vers le système AMO, sur le plan administratif, parce que qu'est-ce qui a été préconisé au départ? Les personnes qui disposent d'une carte RAMED valable au 1er décembre, sont transférées directement à l'AMO auprès de la CNSS. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le RAMED, il y avait des personnes dont les prestations n'étaient pas satisfaisantes, n'ont peut-être pas refait, n'ont pas refait l'adhésion annuelle, ou bien n'ont pas payé les cotisations qu'il fallait payer à un moment donné. Donc, ils n'ont pas de carte valable au 1er décembre. Pour ces personnes-là, le législateur ou les décideurs politiques, les décideurs ont mis en place le dispositif de recourir au registre national de la population. C'est un registre où toutes les personnes, les citoyens et les citoyennes et citoyens marocains ont le droit de s'inscrire pour bénéficier, pour avoir un identifiant. Alors cet identifiant, il est basé sur un certain nombre de critères et d'éléments qui va permettre par la suite de pouvoir s'inscrire au niveau du registre social unifié. Donc le passage par le registre national de la population, il est obligatoire pour bénéficier. Alors là, il faut préciser une chose. Il ne faut pas, à mon sens, qu'on considère que le registre social unifié est un registre pour les pauvres. C'est un registre qui permet le ciblage et le ciblage des populations concernées par les programmes sociaux, et ça permet de faire bénéficier les personnes effectives des prestations. Et de faire aussi le suivi de leur situation, c'est-à-dire je suis tout à fait d'accord. Des statuts qui changent. Il ne faut pas, il faut peut-être mettre en c'est que dans les projets sociaux, quand on a 70% de la population bénéficiaire qui est disponible, par exemple pour le RAMED, supposons qu'il y a des problèmes. On sait très bien qu'il y aura des problèmes à régler au fur et à mesure. Mais déjà, il faudrait lancer pour couvrir une grande partie de la population et commencer à résoudre les difficultés. Parce que le critère d'évaluation, à mon sens, de l'efficacité d'un projet social, c'est
de faire bénéficier les personnes qui sont disponibles. Et puis, même s'il y a une marge d'erreur ou bien une marge de problème qui constitue, par exemple, 30 ou 20%, je me dis que les gens qui ont droit, mais qui ont des problèmes, je dois résoudre la situation dans 1 ou 2 années. Je me fixe un délai et je m'attelle à résoudre le problème. Dans beaucoup de pays, et ça, c'est l'expérience internationale, la mise en place des systèmes pour les remédies, le registre social unifié, le bénéfice des prestations sociales, la prise de conscience des citoyens de ces nouveaux systèmes, de ces nouveaux mécanismes, l'implication de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, ça prend du temps, parce que c'est une affaire de changement de culture. Vous avez droit à certaines prestations. Il faut que vous remplissiez vos engagements et que vous soyez ciblables. Maintenant, quand vous avez des prestations, vous ne remplissez pas le registre national de la population. Votre carte de RAMED est déjà... C'est un passage obligé, excusez-moi, voilà. C'est un passage obligé avant de passer au RSI. Voilà, pour les gens, c'est un passage obligé. Si les gens ne prennent pas la chose au sérieux, ou bien vous dire, je serais peut-être, c'est un truc, je serais peut-être imposé par la suite, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de cas. Maintenant, il faudrait lever ce genre de réflexion et se mettre en tête qu'il y a des prestations de base sur le plan de santé qui sont disponibles. Il y a des programmes sociaux qui seront disponibles. Et le registre social n'est pas un registre pour les pauvres, c'est un registre, c'est une politique de ciblage. Et il faut se présenter pour pouvoir bénéficier. Il y aurait du temps. Il faudra du temps pour mettre en place des problèmes. Il y en aura, mais je crois que avec tout le recul qu'on a, parce que quand même, il faut pas. Au Maroc, nous avons déjà une grande, je dirais, expérience en matière de couverture médicale depuis 2005 pour les bénéficiaires de l'AMO. Nous avons pour la couverture retraite. Donc, nous avons déjà l'expérience, nous avons le recul, et nous sommes conscients. Je crois que les pouvoirs publics sont conscients des problèmes personnels que vont rencontrer certaines personnes. C'est pour cela que. Alors, deuxième élément. Brièvement, moi, je dirais brièvement. Donc, quand on parle maintenant de la réforme du système de santé, pourquoi on réforme pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ouvre à travers le chantier à tout le droit de bénéficier de la couverture à toute la population. Ça traduit une demande de soins supplémentaires, une demande de soins qu'il faudra réguler par une offre de soins pour trouver l'équilibre. C'est pour cela que tout le système de santé est maintenant en cours de réforme pour pouvoir réaliser cet équilibre. D'accord. Très très brièvement, Taïeb Hamdi, pour qu'on soit efficace et qu'on puisse permettre aussi aux téléspectateurs de comprendre mieux, peut-être, quels sont les services couverts par l'AMO. Aujourd'hui, on sait que ça couvre les consultations dans le secteur privé parce que le RAMED couvrait à peine le secteur public, les analyses, mais aussi, et je pense que c'est l'une des principales nouveautés, les interventions chirurgicales, n'est-ce pas, Taïeb Hamdi? Alors, pratiquement, donc, sur le plan pratique, les ramédistes qui ont basculé vers l'assurance maladie obligatoire vont pouvoir bénéficier de tous les services du panier de soins dont bénéficient les fonctionnaires de l'État à travers la CNOPS ou les salariés à travers la CNSS. C'est-à-dire les soins ambulatoires, tout ce qui est consultation, tout ce qui est chirurgien dentiste, tout ce qui est donc soins, tout ce qui est pharmacie, médicaments, des analyses, la radiologie, l'hospitalisation, et l'hospitalisation soit dans le public, soit dans le privé. Dans la différence, avant, les ramédistes, ils bénéficiaient des soins dans le public, juste le public, pas dans le privé. Actuellement, ils vont continuer à bénéficier des soins dans le public gratuitement, même le reste à charge que normalement payent les assurés de l'AMO. C'est l'État qui va s'en charger, donc à 100% la gratuité. Ils auront droit de bénéficier des soins dans le privé, donc remplir leur feuille de soins et attendre le remboursement dans les 60 jours. Et dans les cliniques privées, l'hospitalisation privée, de pouvoir bénéficier de l'hospitalisation et des interventions chirurgicales avec un tiers payant, c'est-à-dire qu'ils ne payent que la différence. Donc, c'est un panier de soins qui est unique pour tous les Marocains,
quel que soit fonctionnaire, salarié ou indépendant, profession libérale ou quelqu'un qui extra-bidiste, c'est le même panier de soins. Et ça, c'est important parce qu'on place les Marocains sur un même pied d'égalité pour accéder à des soins de même qualité dans le public ou dans le privé et avec le même coût. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui n'a pas les moyens, il peut payer il peut payer les frais, les dépenses de santé, attendre le remboursement? C'est une question sur laquelle, bien sûr, il y a des réflexions. C'est pourquoi il y aura peut-être une extension et donc ça va évoluer pour pouvoir donc pour assurer l'équité. D'accord. Et ce chantier donc de généralisation de la protection sociale au Maroc, on le rappelle, est accompagné par la création notamment de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés, de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé. Voilà pour cette première partie de questions d'actu. On marque une pause et on revient juste après pour poursuivre cette émission. Le deuxième axe de cette édition spéciale de questions actu rétrospective 2022 est consacré à la Moudouana, le code de la famille. Dans son discours du 23e anniversaire de la fête du trône de juillet 2022, le roi Mohamed VI a appelé à insuffler un nouvel élan au code de la famille dont l'application sur le terrain a levé le voile sur certaines limites qui entravent une mise en œuvre optimale. Le souverain notamment appelé à l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la femme et de la famille et que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiées à la promotion de ces droits. Je vous propose d'écouter un extrait du discours royal et on revient juste après. L'esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la loi. Dans le Maroc d'aujourd'hui, il n'est en effet plus possible qu'elle en soit privée. À cet égard, nous appelons à l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme, et nous demandons que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiées à la promotion de ces droits. Khalid Ben Ali, une première réaction. Donc, on vient d'écouter un extrait du discours royal prononcé à l'occasion de la fête du trône et qui revient justement sur la condition de la femme au Maroc. Je crois en première réaction au contenu du discours, c'est que premièrement, il s'agit d'une réforme qui a été sur instruction royale. Donc, et nous savons très bien que Sa Majesté, quand il adresse un message à la nation au coup, il donne une instruction, c'est que pour préciser des éléments et plutôt faire appel à réformer, revoir, dans ce cas-là, réformer ou revoir les limites de la Moudawana, du Code de la famille. Alors aujourd'hui, en tant qu'économiste, je dirais la grande question, est-ce que la femme jouit de ses pleins droits économiques et sociaux? Je dirais non sur beaucoup de niveaux. Et Madame Nzhaskli, on a cité au niveau du bénéfice de la couverture médicale. Alors aujourd'hui, nous avons, toujours en tant qu'économistes, si nous considérons que la femme est un acteur économique comme pour le sexe masculin, donc nous devons lui mettre en place et à travers le dispositif pour lui permettre de bénéficier de tous les droits dont jouissent les citoyens de sexe masculin. Sur beaucoup de chantiers aujourd'hui qui existent, sur des pratiques, des lectures du Code de la famille, il y a lieu de revoir beaucoup de choses. En particulier, je dirais, on peut citer beaucoup d'exemples, mais je crois que c'est pas le moment parce que l'idée aujourd'hui, c'est au niveau stratégique, qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, pour moi, en tant qu'économiste, nous avons aujourd'hui mis en place des politiques inclusives, tout ce qu'on appelle politique inclusive, intégration de la femme. Ceci peut-être parce que il y a un engagement international en matière des objectifs du développement durable des millénaires 2030, mais que chaque pays devrait mettre en place le dispositif pour assurer aux femmes une promotion et un revenu. Nous avons le programme du gouvernement qui a mis l'accent sur l'État social et qui a prévu des dispositions pour renforcer la situation de la femme. Nous avons le nouveau modèle économique qui a de son côté tracé le chemin de la mise en œuvre.
Aujourd'hui, en tant qu'économiste, je réitère encore une fois, il faudrait créer un climat social, économique, pour pouvoir octroyer à la femme la situation dont elle devrait bénéficier, eu égard à son rôle en tant que mère, en tant que salariée, en tant qu'employée, en tant que consommatrice et en tant qu'investisseur lorsqu'il s'agit d'un acteur économique des femmes qui agissent dans le secteur. Aujourd'hui, le secteur informel, parce qu'aujourd'hui, où nous devons tous travailler. J'estime qu'au niveau du secteur informel, nous devons tous aujourd'hui veiller à aller dans le sens du nouveau modèle économique et réduire le taux à environ 20%, et cela pour intégrer les femmes, parce que nous avons beaucoup de femmes qui exercent dans l'informel. Aujourd'hui, avant le chantier de la protection sociale, elles n'avaient pas de droits, je dirais, sociaux concrets. Maintenant, il faudrait impliquer ce mécanisme à travers une formalisation de l'économie. Quand on formalise l'économie, on augmente le revenu national disponible du pays, on dispose du moyen pour une réforme fiscale très soutenue, bien équilibrée, pour pouvoir financer toutes les activités, tous les axes qu'on devrait mettre en place, y compris ceux qui sont en relation avec les droits de la femme. D'accord, Khalid Benali, donc vous êtes penché sur l'aspect économique de la question. Maintenant, Taïb Hamdi, je rappelle que vous êtes chercheur en politique et système de santé. Quelle est votre réaction sur cet extrait du discours royal concernant la condition de la femme au Maroc? Effectivement, quand on veut construire un pays, quand on veut faire un pas, quand on veut faire du Maroc un pays émergent, et il faut traiter les injustices sociales là où ils sont, parce que ce sont des injustices qui sont handicapantes. Ce sont des injustices qui ne sont pas ressenties uniquement par les personnes qui en souffrent, mais c'est tout un pays qui en souffre donc d'une manière globale. Ça veut dire que là, on a des handicaps au développement sur lesquels il faut travailler. On ne peut pas améliorer les conditions économiques de l'entreprise marocaine, de l'économie marocaine. On ne peut pas améliorer la santé des Marocains, le système de santé des Marocains, si on ne travaille pas sur les conditions de la femme. Et je pense avec ce chantier royal, c'est une vision royale globale de justice sociale. Il faut travailler sur tous les piliers. Quand on naît, nous sommes déjà condamnés. Donc, avant de naître, nous sommes condamnés sur le plan santé, sur une bonne partie de notre vie. Il faut savoir qu'une femme, quand on est un enfant, quand on est né d'une maman qui est analphabète, on a plus de risques de décéder avant l'âge de 5 ans par rapport à une femme qui a terminé son enseignement primaire ou au collège, encore moins pour le secondaire. Ça veut dire que quand on est né d'une femme analphabète, on a plus de risques de ne pas continuer notre scolarité, donc de se retrouver malheureusement dans la rue. Et donc, un enfant qui est malade, c'est un enfant qui ne va pas faire une bonne scolarité. C'est un enfant qui ne va pas trouver du travail qui lui convient. Donc, un ménage qui ne sera pas productif. Il ne va pas faire d'épargne. L'épargne stimule l'investissement. Et donc, on tombe dans le cercle vicieux. C'est dire que la condition de la femme, c'est un facteur important de la justice sociale et, entre autres, de la santé, puisqu'on parle santé. Et c'est pourquoi, je pense, tant que nous sommes dans un chantier social colossal, il faut travailler sur tous ces composants. Et je pense les directives royales sur ce sujet, ils sont parallèles, ils ne sont pas contradictoires, ils sont parallèles, ils sont complémentaires. Nzaz Qalli, vous suivez de près l'évolution de la condition de la femme au Maroc depuis des années. Beaucoup, certes, a été fait, mais que reste encore? Écoutez, d'abord, le discours du roi a été vraiment une étincelle d'espoir pour nous de pouvoir enfin, mettre en œuvre les engagements de la Constitution en matière d'égalité et de parité. Je crois que le discours de Sa Majesté le Roi est extrêmement important et il rejoint les actes
de Sa Majesté. Regardez, ne serait-ce que le dernier accueil qui a été fait de nos lions de l'Atlas après leur éclatante victoire lors de la Coupe du Monde. Ils ont été accompagnés de leur maman. Et ce n'est pas juste une faveur qui a été faite à ces mamans, mais c'est parce que les mamans de ces joueurs ont joué un rôle majeur pour promouvoir leurs jeunes et pour, disons, chaque fois qu'ils ont eu à parler, ils ont parlé de Rdat Walidine, ils ont parlé particulièrement du rôle de la mère. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps de réaliser qu'effectivement, l'État a une dette envers les femmes, envers les droits des femmes, depuis plus de 10 ans maintenant que la Constitution a été adoptée, laquelle Constitution s'est engagée sur l'égalité et sur la parité et sur l'interdiction de toute forme de discrimination. Eh bien aujourd'hui, nous sommes loin, malheureusement, de cette égalité. Et il y a beaucoup de nouvelles inégalités qui ont été introduites par la jurisprudence durant ces dernières années. Alors, une des principales discriminations que subissent, je veux dire justement les mères, puisqu'il s'agit des femmes en tant que mères, c'est d'être privées de cette tutelle légale sur les enfants. Quand on a parlé tout à l'heure de protection sociale, je voulais le dire, mais je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Quand des enfants sont malades et que c'est leur mère qui les emmène à l'hôpital ou chez le médecin, c'est elle qui dépense les frais, etc., pour cet enfant, mais au niveau du remboursement, c'est le père qui bénéficie du remboursement. Et ce père, il peut être remarié et avoir une deuxième famille et prendre cet argent pour le dépenser pour une deuxième famille et non pas pour le dépenser sur ses enfants qui sont peut-être les enfants d'une femme divorcée et pour lesquels il ne paye parfois même pas disons la pension qui lui est due. Donc tout ça, ce sont d'énormes injustices qu'il faut absolument corriger. Donc si je devais me résumer, parce qu'il faut être résumé, pour dire quels sont les grands enjeux maintenant qui nous attendent en matière d'égalité et de parité, je dirais il faut une égalité au niveau des législations. Le code de la famille et le code pénal doivent être imprégnés par la question de l'égalité et la reconnaissance des problèmes des problèmes spécifiques que vivent les femmes, comme les grossesses hors mariage, qui sont l'acte d'un homme et d'une femme, mais ce sont les femmes qui subissent les conséquences de ces grossesses non programmées. Donc des législations qui sont égalitaires en faveur des femmes, qui puissent rétablir les injustices à l'égard des femmes. Il s'agit également d'égalité en matière de bénéfice des politiques publiques. Les politiques publiques doivent étudier l'impact de toutes les mesures qui sont prises, l'impact sur les hommes et sur les femmes, pour s'assurer que l'égalité est réalisée. Il ne suffit pas d'avoir une vision globale, de dire oui, pour nous les citoyennes et citoyennes c'est pareil, tout le monde est égal, etc. Ce n'est pas une bonne façon. Traiter des personnes en situation d'inégalité, les traiter de façon égalitaire, ça contribue à accroître souvent les discriminations. Donc, les politiques publiques doivent bénéficier à égalité entre les hommes et les femmes. Également, le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes. Donc, la mise en œuvre d'une réelle parité qui puisse permettre aux femmes d'être en position pour en faire entendre ces voix des femmes et pouvoir effectivement agir pour qu'il y ait une véritable mise en œuvre de l'égalité homme-femme, mais également le partage des richesses. On ne veut plus d'un Maroc dans lequel les femmes sont beaucoup plus pauvres que les hommes et dans lequel tous les mécanismes continuent à accroître ces discriminations en favorisant les hommes. Je parle par exemple pour le chantier social. L'année prochaine, on a l'espoir d'avoir une généralisation effectivement des allocations familiales. C'est excellent, c'est formidable. Mais seulement qui va prendre ces allocations familiales? Eh bien, c'est encore les hommes, parce que c'est eux qui ont la position de tuteur légal. Et puisque vous parlez d'égalité, je rappelle ce passage du discours royal. Donc, le souverain a bien dit que le code n'est spécifique ni aux hommes ni aux femmes. Il est dédié à la famille, puisque vous avez parlé des enfants tout à l'heure. Enfin, c'est une chose que j'aimerais dire aussi à nos décideurs, et particulièrement au HCP, c'est la nécessité de connaître
cette cellule familiale dont on parle comme une cellule idéalisée et qui malheureusement est loin d'être idéalisée. Et je sais qu'il y a une grande étude qui est en cours sur la famille, mais cette étude devra imprégner notre connaissance et notre savoir en matière d'économie et en matière de mise en œuvre des politiques publiques pour tenir compte de la réalité réelle des familles et pour pouvoir s'assurer que la protection sociale, que ce Maroc social soit au bénéfice des hommes et des femmes et des enfants. Surtout. Et des enfants dans la multiplicité de leur situation sociale, donc qu'ils soient enfants de mères célibataires ou qu'ils soient enfants reconnus ou non reconnus, ou qu'ils soient, disons, enfants d'un père qui a divorcé la mère et qui ne connaît plus ses enfants, comme ça existe, malheureusement c'est douloureux mais ça existe. Eh bien tout ça, on doit le prendre en compte pour avoir des politiques sociales qui sont à la hauteur des ambitions de tout un peuple, de tout le peuple marocain et bien sûr de la volonté et du leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui s'est toujours manifesté en tant que leader en matière d'égalité homme-femme, mais malheureusement on ne voit pas suffisamment ce leadership se répercuter au niveau des décideurs à des échelons plus moyens parce que, non pas nécessairement par volonté de discriminer, mais par manque de volonté de se pencher sur la réalité sociale des hommes et des femmes et de prendre les politiques, de mettre en œuvre les politiques qu'il faut pour éliminer les inégalités, sachant, et ce sera mon dernier mot, qu'une étude officielle a été faite pour montrer le coût des inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est par le ministère de l'économie et des finances et l'ONU Femmes et qui a montré que nous avons un manque à gagner de 39% d'amélioration du PIB, simplement si on éliminait les discriminations dans le monde du travail au détriment des femmes. Voilà, tout en sachant que le Maroc est un pays leader quand même dans la région, donc qui a franchi des pas importants dans cette égalité homme-femme et dans la concrétisation des droits des femmes au Maroc. Khalid Ben Ali, les lois sont là, il faut le dire. Le souverain a parlé des limites quand même qui entravent la mise en œuvre de la Moudouana. La société marocaine est-elle réceptive à ces réformes? Surtout, la société tolère-t-elle vraiment la consécration des droits de la femme telle que garantie par la loi et par la Constitution? Alors, je dirais deux choses. Je dirais que les lois sont là. Les principes, la vision globale a fait l'objet depuis la promulgation du Code de la famille avec une vision sur les rôles, sur l'égalité. Mais à date d'aujourd'hui, des pratiques qui ont sévi et qui ont créé ces inégalités. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Une loi restera un papier, un document. Il faudrait des hommes et des femmes capables de mettre en place des procédures, de les appliquer avec la vision d'assurer l'équité et l'égalité des femmes en matière de droits et en matière d'obligations. Premier niveau, à mon sens, je dirais qu'il faudrait une ingénierie juridique. Il faudrait une mise à jour de tous les textes juridiques de manière horizontale qui touche la vie du citoyen, que ce soit femme ou homme. Parce que quand on assure, parce que maintenant, il y a des textes qui ont été promulgués dans les années 70, le code de la famille s'était basé sur Mudawwanat Ahwal Shakhsiya dans le temps, puis le code de la famille, c'est une révolution et il a apporté des nouveautés, mais il y a des textes qui sont toujours restés collés à ce principe. Je dirais, lorsqu'une femme est déchue, divorcée, elle est déchue de ses droits à réversion, et sachant que peut-être qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont contribué dans la constitution, les charges et les dépenses du foyer depuis leur mariage. Donc il y a des dossiers maintenant qu'il faut revoir. Maintenant, quand on veut installer une égalité ou une équité sur le plan économique et sur le plan social, il faut se poser comme objectif qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y en aura toujours des problèmes, des cas, mais il faut avoir les moyens de médiation et de résolution rapide de ces problèmes. Ça, c'est les outils efficaces qu'il faudrait déployer pour mettre en place. Ça sera progressivement pour réduire à un certain temps les inégalités. Mais il faudra que ça soit vite. Il ne faudrait pas que l'élimination ou le traitement des inégalités prennent des décennies. C'est effectivement une urgence. On a parlé des textes de loi, on l'a dit, vous l'avez dit. Les lois sont là, mais
la prise de conscience aussi de quelques franges de la société marocaine. Il faut aussi avoir le courage de le dire aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est prêt aujourd'hui, prêt à accepter tout simplement cette égalité réellement entre l'homme et la femme? Oui. Allô? Pardon? Oui. Khalid Ben Ali, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Dirais que je dirais qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui finiront par se mettre en place. Et la reconnaître, parce qu'aujourd'hui, le rôle de la femme est important, parce que depuis notre naissance, nous avons nos mères, nos sœurs, nos femmes, et toutes. Et en tant qu'économiste, la femme, elle est présente au niveau de toute l'activité économique. Même une femme au foyer, elle a une contribution importante au financement du foyer. Parce qu'elle assure l'éducation des enfants, elle supporte certaines charges, elle supporte l'éducation des enfants qui est d'ailleurs l'affaire de tous les parents, mais une femme au foyer a une charge supplémentaire en termes d'éducation. Et l'éducation des enfants n'a pas de valeur. Donc quand on passe au stade de la vie, de l'adolescence à l'emploi, au travail, un système doit s'installer. Aujourd'hui, garder cet esprit et dire que pourquoi inégalité entre l'homme et la femme en termes de droits, en termes d'engagement et d'obligations, c'est rester à côté de la plaque. Parce que la société est en train de se transformer. Le système de vie éducatif, ou bien de vie normale, ou bien éducatif, ou bien en termes d'emploi, ou bien en termes d'investissement dans les enfants, devrait se penser sur une vision du rôle de la femme et de l'homme en matière d'investissement social. Et l'investissement social, à mon sens, est l'indicateur, ou bien je dirais l'élément de base qui permettrait l'instauration automatique et de manière normale de cette égalité. Parce que si on continue à avoir... Merci Khalid Ben Ali. Taïb Himdi, cet élan réformateur concernant la condition de la femme dans la société impacte-t-il l'image des femmes marocaines et du Maroc de manière plus large à l'international? Pardon? Cet élan, Taïb Himdi, réformateur concernant la condition de la femme dans la société, impacte-t-il l'image des femmes marocaines et du Maroc de manière plus large à l'international? Effectivement, c'est pourquoi on a dit dès le départ que ce sont les piliers donc, d'un nouveau Maroc, d'un Maroc émergent. Il faut s'attaquer donc aux conditions de la femme. La femme marocaine, donc, il a sa place dans la société, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Maintenant, il y a des changements sociaux qui précèdent les lois, mais aussi il y a des lois qui doivent motiver, qui doivent accélérer les changements sociaux. Quand on parle de droits de femmes, c'est que si les femmes ne bénéficient pas de leurs droits, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui en bénéficie à leur place. Ce sont les hommes. Et donc, ce ne sera pas facile de désolidariser ces hommes des droits dont ils s'accaperaient de leurs droits et ceux des femmes, mais dans la pédagogie, dans la loi, dans une société de développement, il faut faire évoluer les choses sur le plan sociologique, mais aussi sur les lois. Les lois contribuent à changer et à faire changer les mentalités qui parfois sont difficiles à faire changer. Mais je pense quand on s'attaque aux conditions de la femme au Maroc, ça permet au Maroc de consolider sa place sur l'échelle internationale et son leadership au niveau continental et au niveau régional. Ce sont des choses qui vont ensemble, qui vont de pair. Il faut travailler dessus. Santé, justice sociale, conditions de femmes, ce sont des paramètres qu'il faut régler pour que le Maroc soit un pays vraiment émergent. Les pays qui ont émergé avant nous, les pays qui ont émergé dans les années 80, les années 90, ils ont travaillé dans les années 50 et 60. Nous, le Maroc travaille depuis des années déjà. Depuis 20 ans, il lance des structures et des chantiers structurants. Parfait. Je pense qu'il est temps maintenant de récolter les fruits, mais aussi de consolider ce qu'on a gagné pour, dans les 20 ans à venir, on aura un autre Maroc.
Parfait. Ici prend fin cette édition spéciale rétrospective de questions d'actu. Je tiens à remercier nos invités. Nzaz Qali, ex-ministre du Développement social, de la Famille, de la Solidarité. Taïb Hemdi, chercheur en politique et système de santé, président du syndicat national de médecine générale. Et Khalid Benelli, économiste. Merci de votre présence. Merci, chers téléspectateurs. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur notre antenne.